C'est officiel. Ça y est. L'incident de God Valley est arrivé et l'un des crossovers les plus attendus de l'histoire de One Piece est sur le point de se produire. Bien sûr, ce crossover implique une multitude de personnages issus de différentes factions, y compris certains que vous avez peut-être oubliés ou dont vous n'avez même pas entendu parler. Alors passons en revue chaque événement de faction et tout ce que vous devez savoir avant de vous plonger dans le mini-arche de God Valley. Sur la couverture, Yamato décide de retourner à la capitale des fleurs, les affaires du pays étant terminées. Ulti et Page One suivent tous deux dégustant des pommes Ringo, du nom de la région du même nom, inspirée de la région d'Almori dans le Tohoku, où les pommes sont une spécialité locale. J'en ai goûté un certain nombre, et croyez-moi, j'ignorais qu'il existait autant de variétés de pommes. Ces pommes symbolisent également fortement de ce changement qui s'opère à Wano. On a vu Tama manger une pomme, tout comme Luffy et Federer, tandis que les habitants Zebizeux étaient contraintes de manger les pommes pourries, ces fruits du sourire. À leur côté se trouve Onimaru, qui semble se porter à merveille à 69 ans. Derrière eux, on aperçoit le château de Ringo, apparemment restauré après sa destruction. Par une nuit pluvieuse à Hachinosu, un incident tumultueux et prochain a été produit. Comme prévu, Shikiki, le trésor de Hachinosu, a été volé par le gouvernement. Don Marlin, un membre du gang West Blue, qui le gardait, est tué en pleine nuit, un crime typique d'un mafieux de son genre. Cela explique pourquoi nous n'avons plus entendu parler de lui. Il est mort avant même que l'incident de God Valley n'ait pu se produire. Finalement, le surnom de Gang fut repris par un jeune colosse du nom de Capon Bench, alors âgé de seulement 3 ans. On ignore encore s'il est réellement lié à Marlin ou s'il a simplement usurpé le nom. Cette case indique clairement que le traître Oku a reçu une importante somme d'argent en échange. Ce n'est un des guère surprenant, car il figurait parmi nos principaux suspects, notamment pour les 2 raisons évoquées. Premièrement, il deviendra le commodore d'Hachinosu, succédant à Jabek, et occupant ce poste pendant des décennies, jusqu'à ce que Teach le récupère lors de l'incident du port rocheux durant l'ellipse temporelle. Il était donc celui qui avait le plus à gagner de la chute des rochers, et il semblerait qu'il ne se soit même pas rendu lui-même à God Valley, puisqu'il mentionne plus tard avoir trouvé la source de cette information plutôt douteuse et peu fiable. Ironie du sort Nashik, cherchant manifestement à éviter toute implication, a déclaré que ceux qui ne souhaitaient pas suivre étaient restés sur l'île. Cela explique l'absence de lui et de Marlin à God Valley. Étant donné que la plupart des membres de l'équipage s'y sont rendus et ont périclité, Oku a pu tirer profit de la situation en prenant le contrôle de l'île Barrett. Par ailleurs, s'il est réellement le père de Caribou, on peut raisonnablement supposer qu'il est une personne digne de confiance. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait trahi Jabak. Mais en même temps, Caribou souhaite désormais travailler pour Barbe Noire à Hachosu. Je me demande donc si une trahison similaire pourrait se reproduire s'il est différent de son père. On voit également Gloriosa pleurer, ce qui est compréhensible, car Shaggy était sa propre sœur cadette. Les pirates du monde entier sont également plongés dans le désespoir au point de provoquer des dégâts économiques mondiaux. Parmi eux, on retrouve bien sûr Roger et Rayleigh. Mais vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point il est furieux. Roger dégage une rage de vaincre, comme l'indiquent les éclairs noirs et le grondement du tonnerre, juste au-dessus de lui. 1 an plus tard, 31 ans après l'incident survenu à God Valley, Garling a trompé sa bien-aimée au lieu de la prendre de force comme je l'avais d'abord cru à tort, mais comme d'autres l'ont souligné. Garling n'est jamais vraiment tombé amoureux d'elle. Il aimait plutôt jouer avec elle comme un chasseur avec sa proie, un comportement assez typique des chevaliers. Armé à ce stade, lui faire croire à un amour sincère, pour ensuite la traquer sans le moindre scrupule. Mais
On comprend déjà à quel point leur relation était manipulatrice lorsque la femme a dû littéralement supplier Garling. « Je vous en supplie, vivez avec moi sur cette île. » Cela montre qu'elle était habituée à devoir supplier pour obtenir quelque chose d'aussi simple que de vivre ensemble, plutôt que d'avoir une discussion plus naturelle avec eux. En effet, comme nous l'imaginions, Garling s'est débarrassé de la femme qu'il avait mise enceinte de ses propres mains, a pris ses enfants et a cherché une épouse de meilleures conditions que l'on peut supposer être Shaky, probablement enlevée par Garling plutôt que celle qui était sans doute la femme la plus en vue du monde. Et bien sûr par épouse, dans le jargon des dragons célestes, on entend son esclave personnel. L'horreur abominable du tournoi génocidaire ne fait que commencer. Les Marines barricadent et encerclent l'île, comme nous l'avions vu dans le flashback de Kuma, créant un blocus qui rend toute fuite impossible. La population panique, ignorant ce qui va lui arriver et craint même pour la sécurité de ses enfants. Les Marines reçoivent l'ordre de capturer tous les citoyens et quiconque résiste est neutralisé par des balles tranquillisantes, car tuer doit être le propre des dragons célestes. Parmi les Marines, on aperçoit un lieutenant-commandant. Il est clair que cette personne n'est pas de très haut rang, car il s'agit essentiellement du poste de Helmappa. Et nous ignorons même s'il s'agit d'un soldat du QG de la marine. Sous ses ordres se trouve une jeune recrue très modeste du nom de Monkey D. Dragon. À ce stade, Dragon n'a que 17 ans, à peu près le même âge que Luffy lorsqu'il était devenu pirate. Il ressemble d'ailleurs un peu à un Luffy plus jeune, surtout en Gear 4. Comme on nous l'a dit, Dragon a brièvement rejoint la marine, probablement convaincu par son père, tout comme il avait essayé de convaincre Luffy de devenir Marine. Cependant, Dragon a démissionné peu après son engagement, désabusé par la cruauté du gouvernement. Nombre d'entre nous ont supposé, compte tenu de la chronologie, qu'il se trouvait probablement à God Valley. En effet, c'est précisément à ce moment que sa vision du monde a basculé et que l'une des plus grandes menaces pour le gouvernement a émergé, le poussant à former les combattants de la liberté, puis l'armée révolutionnaire. Cependant, cela explique aussi comment connaissait l'existence de God Valley. Lorsque Kong a mentionné son caractère confidentiel, il a pu l'apprendre de son propre fils. Mais il est également possible qu'il l'ait appris d'une autre personne. Si l'on observe le bras de Dragon, on peut également distinguer ce qui ressemble davantage à un tatouage qu'à un bandana compte tenu de la couleur de son bras, une marque identique à celle qu'il se fera plus tard sur le visage. Cela paraît logique, car nous n'avons jamais vu Dragon avec des manches courtes et cette longue cape. Ensuite, nous avons aperçu un vaisseau-prison de la marine qui, contrairement au vaisseau habituel, est équipé d'un trou noir. Son but est d'escorter des prisonniers, ou plutôt des esclaves, destinés au tournoi génocidaire. Parmi eux, nous avons reconnu Jenny, originaire du royaume des Porco, un pays de Grindline comme indiqué dans les cartons d'information. Ce royaume n'est probablement pas affilié au gouvernement, car celui-ci a tendance à recruter des esclaves dans ce genre de pays. Mais elle aurait aussi pu être victime dans d'autres circonstances, ayant été réduite en esclavage à l'âge de 4 ans. Comme on le voit ici, elle les appelle Ivankov Aniki, frères. Mais nous ignorons encore s'ils sont liés par le sang ou s'ils sont simplement devenus frères et sœurs en tant qu'esclaves s'entraidant. Comme on nous l'a dit, à God Valley, Jenny est très douée pour la communication. Je me demande d'ailleurs où elle a appris cela, étant donné qu'elle est esclave depuis l'âge de 4 ans. Elle s'en est servie pour s'introduire dans la salle de communication et envoyer ce qui semble être un signal en morse à son informateur, l'avertissant de ce qui sera découvert à God Valley une fois que les Allemands auront commencé leur expédition dans quelques jours. De retour dans la salle des esclaves, où comme nous le constatons, les conditions de vie sont déplorables, les deux se retrouvent, et bien sûr, Ivankov est toujours aussi vif rétorquant qu'il ne faut pas sous-estimer les miracles.
Cela s'inscrit dans son récit de miracle, comme nous le verrons plus tard. En conséquence, on entend les Mines riposter un effet sonore ressemblant à un coup de fouet retentissant à l'écran heureusement sans qu'elles ne soient prises. Kuma observe la scène de loin, ne connaissant pas encore Evan. De l'autre côté de la mer, l'informateur visite le bureau de renseignement du pôle chiffré, un lieu qui semble servir à la gestion des informations sensibles. On nous explique, dans chaque hall d'entrée, que chacun des 8 départements de police du pôle chiffré possède des bases spéciales à des endroits précis du globe, le CP9, ayant son quartier général dans chaque hall. Il s'agit probablement de l'une de ces bases, bien que l'absence de numéro suggère plutôt une base générale de gestion de l'information. Son apparence est celle d'un château assez semblable à celle de n'importe quel château slave à certains égards et orné du symbole d'un gouvernement mondial. Curieusement, les 2 horloges affichent des heures différentes, mais je me demande si c'est intentionnel. L'informateur en question se révèle être Morgans, qui exige une rançon du Cypher Pool pour garder le secret sur les événements du tournoi génocidaire dont il a eu connaissance par Ginny. Comme le mentionnent les agents du renseignement, Morgans n'est qu'un jeune homme à la tête d'un petit journal régional, ce qui concorde avec ce que nous savions des Verard, qui nous ont dit que Morgans finançait le World Economic Newspaper. Mais en même temps, on nous dit aussi qu'il n'a que 53 ans, ce qui signifie que lors de l'incident, il n'avait que 15 ans. C'est étrange, mais on nous explique ici que non, c'était bel et bien un jeune entrepreneur. Il est possible que les journaux vus précédemment dans le flashback appartenaient même à d'autres entreprises avant que celle de Morgan ne devienne le leader du marché, notamment grâce à l'introduction du nouveau système scolaire. Ce système permettait une diffusion plus rapide de l'information qui était probablement produite de manière traditionnelle, par exemple par des moutons plutôt que par des oiseaux. Ceci en supposant que Morgans, âgé de 10 ans, ne s'occupait pas de la production de l'information. Sa domestication des oiseaux était peut-être liée à son fruit berbère, le toritorien nomi ou albatros. Modèle un fruit qu'il possédait déjà à ce moment-là, puisqu'il semble préférer garder sa véritable identité secrète, ayant trop d'ennemis. Je me demande s'il pourrait s'agir de quelqu'un que nous connaissons ou si nous verrons un jour son vrai visage. Morgans accepte le pot de vin pour garder le secret d'Hélène. Il ne publie donc rien à ce sujet dans les journaux, mais envoie uniquement les informations à Hatshepsut. La raison est simple. Il veut un événement digne d'intérêt, car il profitera d'articles élogieux si un incident de l'ampleur de celui de God Valley se produisait. Et en effet, on découvre son article plus tard lors du flashback de Com. Les habitants de l'île des pirates sont lâches, tout soulagés d'apprendre la nouvelle, et même l'école est en émoi chacun, réagissant différemment. Gloriosa est fêtée et folle de joie d'apprendre que sa sœur est vivante, tandis que Stussy s'interroge sur les agissements de la marine, car elle est l'une des rares à ne pas être aussi enthousiaste à l'idée de récupérer Shaki. Pendant ce temps, le capitaine John Ganu et Shiki sont en pleine effervescence, Shiki allant même jusqu'à crier Shaki Chuan, comme le ferait Sanji. Comme on l'a vu dans Strong World, il a un faible pour Strong Woman, c'est certain. Plus logiquement, Barbe Blanche se concentre sur le tournoi du génocide qu'elle considérait comme une simple supercherie. Dégoûtée par la pratique inhumaine de la chasse à l'homme, Leland pense plutôt aux fruits du Dao. Car elle n'a que peu d'intérêt pour Shaki. Elle souhaite en offrir un à l'un de ses enfants, mais remarque qu'il était destiné à Kaido, à qui elle a finalement donné l'Uomiseru, le considérant comme un petit frère. Napoléon perché sur sa tête regarde également le papier avec intérêt. Strohen est sceptique et craint qu'il ne s'agisse d'un piège, mais Jabach déclare qu'ils y vont de toute façon et que quiconque a peur avec une bonne excuse peut de rester. Bien sûr, nous savons que Jabach avait d'autres intentions. Nisber recontextualise la scène de God Valley avec les pirates des rochers.
La plupart d'entre eux étaient effectivement à la poursuite de Shaki et Whitebeard prétend que Jabak perd de vue l'objectif. Mais c'est parce que Jabak avait un tout autre but depuis le début. En réalité, Big Mom parlait bien de s'emparer des fruits. Mais soit Kaido a mal interprété son désir pour Shaki alors qu'elle n'en avait aucune raison, soit il avait bien compris qu'elle voulait les fruits, mais se demandait pourquoi elle les voulait pour ses enfants. Katakuri avait déjà son fruit, mais on aurait pu envisager une réalité alternative où quelqu'un comme Oven aurait obtenu le fruit du dragon. Cependant, tous les autres étaient concentrés sur Shaki, tout comme les Pirates de Roger et Nakayama. Et Sam Poish Indy également eu vent de l'information. C'était probablement grâce à Spencer, l'informateur des Pirates de Roger, qui avait pu obtenir les détails d'un contact sur l'île des pirates, d'autant plus que Roger avait aussi entendu parler du déménagement de Rocks. Roger demande à Gaben de se rendre à God Valley puisqu'il est après tout le navigateur et en réalité un véritable mouette. Monsieur Mamura et Stonino l'encouragent. Par conséquent, comme on nous l'a dit, Garp est également mis au courant et se dirige lui aussi vers God Valley dans une scène tirée directement du chapitre 1004-26. Il est important de rappeler que nous sommes toujours dans le flashback d'Alba et c'est ainsi que Harald et Jabek se croisent en mai. On nous avait dit qu'ils ne se reverraient pas avant de l'incident, mais il semble que ce soit ce que le narrateur voulait dire plutôt que la présence d'Harold lui-même à God Valley. Cependant, avant de se battre, Harold Oan est disposé à écouter son équipage, qui comprend Shiki, Kyo, et même celui qui semble être Gilbestar, à côté d'eux, le protagoniste de Otis One Shot, dont il a mentionné qu'il était membre des Esprits de la Roche dans le dernier SPS. Jab fait une révélation fracassante. Son vrai nom n'est pas Roshi, mais David E. Teach. Cela signifie que son fils n'est pas simplement Rox Dash, qui a probablement pris le nom de sa mère, Marshall Dash, mais bien David D. Teach. Et le légendaire pirate originel n'était donc pas Davy Jones, mais David D. Teach. Jones, tourné membre du clan D, était si dangereux pour le gouvernement que ce dernier tenta de le neutraliser entièrement, même au-delà de son appartenance au clan D. Pour rappel, Davy Jones, personnage fictif inspiré de la réalité, est décrit ainsi par Robin. Il existe une île au large considérée comme un paradis pour les pirates. On l'appelle l'aile des pirates. Sur cette île, il y a fort longtemps, un jeu est né. On raconte que pour s'emparer des meilleurs marins, les pirates utilisaient ce stratagème pour dérober les biens d'autres pirates. Davy Jones était un pirate tentant, maudit par le diable et condamné à vivre dans les profondeurs abyssales où il vivrait encore aujourd'hui selon la légende. Tous les navires et trésors qui sombraient devenaient sa propriété car il finissait dans son coffre. Le nom de Davy est associé à la possession de tout ce qui coule. Ainsi, les pirates appelaient le vol des biens de leurs ennemis Davy Beck. On ne sait guère plus si ce n'est que le Davy Beck tire son nom de la réputation de ce célèbre perroquet, mais Davy Jones lui-même aurait été tué par le diable. On peut supposer qu'il s'agissait probablement des moules condamnés à errer au fond des océans, ce qui pourrait être lié au naufrage du monde. Puisque Jabag avait confié à Emu son admiration pour Davy Jones, il le narguait sans doute, lui laissant entendre qu'il reviendrait accomplir ce que le Davy Jones originel n'avait pu faire. Mais comme Emu n'avait pas réussi à toucher Jabag, malgré ses tentatives de meurtre, cela n'avait finalement aucune importance. Cela a néanmoins mis la famille de Jabag en danger. Quoi qu'il en soit, je commence à penser que le Davy Jones que j'étais à ce moment-là pourrait bien être Jabag ou Teach, l'équivalent de l'époque de Joy Boy. La famille Jones a survécu cachée dans les ténèbres, ce qui explique la lignée particulière dont parlait Saturn à propos de Teach en lien avec Davy Jones. En effet,
Jabbek finit par avoir un fils, Davy D. Teach. Teach, mais pour le protéger, il l'envoya ainsi que sa mère dans sa ville natale, où d'autres membres du clan Davy cachés les aideraient à s'occuper d'eux. Cette ville natale n'est autre que God Valley. Cela explique bien des choses, mais cela montre aussi que Jabbek utilise Shaki comme prétexte plutôt que de vouloir réellement sauver sa femme et son enfant. Il sent cependant qu'un grand destin est en marche, d'où le titre du chapitre. L'île du destin. Cette mention est tout à fait appropriée étant donné que le professeur parlait souvent du destin. Jabbek demande une dernière fois l'aide d'Harold, pressentant déjà sa défaite, mais Harold est incapable de se résoudre à l'aider, car sa présence aurait changé le cours de l'histoire à jamais. Cependant, il semble que Harold soit également incapable de se résoudre à abattre Jabbek. Alors, il simule une attaque contre son vaisseau pour permettre à Jabbek de s'échapper tout en sauvant la face au gouvernement. Cependant, le gouvernement blâmerait toujours Harold, comme nous l'avons vu avec Summers et Emo qui l'ont tenu responsable de son erreur. Non seulement elle a entraîné l'ampleur des destructions à God Valley, mais elle a également poussé Albnut à rejoindre le gouvernement, leurs conditions n'ayant pas été remplies. Ainsi commence enfin le jour de l'incident de God Valley, et nous assistons à l'horreur du tournoi génocidaire qui se dévoile dans toute sa splendeur. Parmi les prix figurent plusieurs coffres, dont celui où Shanks serait caché, ainsi qu'une série de butins uniques servant de chasse ou de récompense. À l'intérieur du coffre, il devrait y avoir des fruits d'El, au moins le Nikuomi que Kuma consommera et l'Uomi et un Modalu que Kaido mangera. Je me demande si les autres coffres contenaient également d'autres objets de valeur que des fruits, étant donné qu'il y en a 9 ici contre 6 lors du flashback de Kuma. Mais je me demande s'il y a une raison à cela ou s'il s'agit d'une erreur. Le joyau de la couronne reste Shaki elle-même le trésor de Hashosgar, dont le vol remonte à 1426, offerte aux vainqueurs du tournoi. Nous savons déjà que le champion de God Valley serait Garling, car cela nous a été annoncé lors de sa présentation. Initialement traduit par roi de God Valley, le terme champion désignait en réalité Garling, qu'il avait fait venir pour l'épouser durant le tournoi, allant jusqu'à faire étalage de ses charmes. Summers, quant à lui, la désire également comme ses esclaves. Étonnamment, Summers paraît beaucoup plus jeune ici, tout comme Garling, ce qui prouve qu'il a vieilli malgré son immortalité. Cela suggère que celle-ci ne lui a été accordée que plus tard bien que lui, et Garling souhaite des chevaliers divins. À leur côté, on aperçoit également Gunko et le membre aux cheveux bleus de la famille Manmeyer, vu dans le flashback de Kuma. Cela se comprend puisque le nom complet de Gunga est Saint Manor Gonki, et j'espère d'ailleurs que l'on connaîtra bientôt le nom de cette jeune fille. Contrairement aux autres, elle semble n'avoir pas pris une ride. Outre ses longs cheveux, elle porte une tenue plus nocturne. Espérons que cette fois-ci, elle porte aussi un pantalon. Curieusement, la tenue et la longueur des cheveux de Goka correspondent à celles qu'on voit dans son flashback, où elle appelle son père en pleurant lorsqu'elle retrouve la mémoire. Il semblerait que les familles s'affrontent pour le prestige au-delà de la simple performance d'un champion, dans ce qu'on pourrait appeler une bataille de clans, ce qui explique les propos du membre de la famille du manoir. On aperçoit ensuite quelques autres lieux. On voit d'abord Dagen tomber sur une femme qui se vide de son sang. Il est de déterminer son identité vu la petite taille de la case, mais elle déclare à s'échapper de l'île. Je ne veux pas qu'il tombe entre les mains de cette personne. Le contexte qu'il pourrait s'agir de la mère de Shanks et
Cela serait plausible. Si Dragon avait aidé Shanks à s'échapper en l'enfermant dans un coffre, même si Shamrock finirait par atterrir entre les mains d'un Garling. Le souhait de cette mère bouleverserait cependant le destin du monde, puisque Shanks serait finalement adopté par Roger. Je me demande si d'autres membres du clan Davy, et notamment Buggy, pourraient être impliqués. Par ailleurs, on aperçoit un jeune garçon de 2 ans réconforté par sa mère. On ne la voit pas bien, mais je me demande à quel point elle ressemblera au croquis précédent d'Oda représentant la mère de Barbe Noire. Enfin, je me demande si l'idée que T ait une petite sœur sera complètement abandonnée, si elle est simplement oubliée dans les notes d'Otis ou si elle fera également son apparition. Le fait que Jebek n'ait mentionné une enfant qu'au singulier laisse penser qu'elle a été éliminée. Mais peut-être la retrouverons-nous parmi les membres de la famille Davy, car nous avons effectivement une confirmation au cas où nous n'aurions pas déjà supposé que la famille Davy était le secret découvert par Garling à God Valley. C'est pourquoi le chef ému serait satisfait de cette découverte, car il cherchait à perpétuer cette lignée depuis si longtemps. Par ailleurs, Kumar le pirate est l'un des SR Rabbits. SR signifiant super rare et Lapi-Né étant le nom donné à les esclaves en fuite. Les autres sont les membres de la lignée Davy Iai, une lignée qui a survécu pendant 800 ans, confirmant que Davy Jones était bel et bien un acteur majeur du siècle oublié. Alors, à l'approche de l'incident de God Valley, récapitulons les informations importantes en commençant par la liste complète des protagonistes. Et il y a d'abord les habitants de l'île, parmi lesquels les citoyens de God Valley, dont le roi rapidement tué par Garling. Parmi eux, on trouve des membres du clan David D. Cependant, d'après le flashback de Kuma, il ne serait que 12. On y trouve notamment la femme de Jabek et son fils T, âgé de seulement 2 ans. Mais encore une fois, il est probable que la femme de Jabek ne soit pas elle-même une Davy. Parmi les habitants, on trouve la mère de Shanks ainsi que ses petits Shank et Shamrock. Poignardée par Garling, elle a apparemment survécu assez longtemps pour supplier Dragon de sauver ses enfants, et même si l'on imagine qu'elle est morte peu après. Il est possible qu'elle appartienne elle aussi au clan Davy, mais il se peut également qu'elle ait été une simple citoyenne de l'île. Parmi les esclaves importés, on trouve bien sûr le lapin S.R. Bartholomew, qui s'allie sur cette île à Emporia Vanqui, responsable de la diffusion des informations via Morgans. Au total, environ 100 lapins vivent sur l'île, parmi les autochtones et les esclaves. Parmi eux, on compte 150 lapins R rares, et c'est 13 lapins SR super rares, ce qui signifie qu'en excluant Koama, il doit y avoir 12 membres du clan D sur l'île. Shakuyaku a également été amenée comme esclave, bien qu'il semble qu'elle ne soit pas un lapin, mais plutôt un prix pour le vainqueur du tournoi. Les forces d'occupation comprennent 200 dragons célestes et leurs escortes marines chargées de protéger l'île. Cependant, mis à part un jeune dragon cadet, nous ne connaissons aucun autre nom précis parmi les marines présents pour le moment. Parmi les dragons célestes, nous savons qu'au moins Saturne se trouvait sur l'île. Parmi les chevaliers Dvin, on aperçoit Garling désormais, Summer Zenko, ainsi que Manor, la jeune femme aux cheveux bleus dont le nom n'est pas précisé. On ignore cependant si elle est une chevalière divine ou un simple dragon céleste. On distingue également 2 autres chevaliers aux côtés de Garling, le blond aux longs cheveux et celui portant un masque de crâne. Parmi les autres personnes non identifiées, on trouve celle qui porte un masque ou celle qui a les cheveux violets. Parmi les pirates étaient qui ont envahi les îles,
on retrouve Rox le Jabak, Edward, Nuatet et Shiki, Jiastusi, Yastusi Ganu, Te Linden Tanaj Laland, accompagné de Stroensbent, Napoléon Zeus et Prometheus Kaido, le capitaine John Silveraxe Coe, Gloriosa Barbel et Jill Bastaire. Il semblerait que Okugo les ait envoyés pour en tirer profit. Jabek compte bien sauver sa femme et son enfant. Big Mom et Kaido, dans une moindre mesure, s'intéressent au Delphrite, tandis que les autres se concentrent principalement sur le sauvetage de Shaki. Outre les piratages des rochers, de nombreux autres équipages pirates Hajosu et d'autres îles seraient également venus secourir Shaki et MPT impliqués dans l'incident. Parmi ces équipages, on retrouve également les pirates de Roger, dont Roger Gabon et bien sûr tout le reste de l'équipage parti à la rescousse de Shaki. Roger, qui semble avoir renoncé à elle, agit probablement à la fois par amitié et par pure bonté, mais la plupart des membres de l'équipage semblent l'ignorer. Roger se rendant sur l'île Garp le suivit peu après accompagné de Bogard. D'après les informations de Morgans qui semble avoir tiré un grand profit de cet événement, Garp vainquait les pirates de la Vallée des Dieux et devint ainsi le héros des Marines. Mais comme Sangoku nous l'a révélé, Garp s'est allié à Roger pour vaincre les pirates des rochers. Jabash aurait péri et l'équipage se serait dispersé. Cependant, ce faisant, Garp a involontairement protégé les dragons célestes, un fait qui, selon Sengoku, l'a longtemps rongé par la honte. Nous ignorons encore tous les détails. Parmi les survivants des esprits des rochers, Nugate Shiki, Stusei, Lin, Stroeisen, Kaido et Goryosa ont survécu et se sont échappés. Lin a donné Louis Modou à Kaido, contribuant ainsi à sa fuite. Shabak le capitaine John Ganway et Jill Bastar sont morts sur l'île, les 3 derniers étant plus tard enlevés et transformés en zombies par Gekuria. On ignore le sort de Barbal et Kyo, mais beaucoup pensent qu'ils ont eux aussi péri transformés en zombies sur Thriller Bark. Kuma, après avoir mangé le Niku Nikonomian, y a réussi à se sauver ainsi avec Ivankov Jenny et 500 autres esclaves suite à une brève rencontre avec Saturne. Cependant, il est probable que les 80 d'Hadès 955 autres esclaves de God Valley aient également péri à moins d'avoir été sauvés d'une manière ou d'une autre. Teach a dû survivre parmi eux, mais on ignore encore comment et avec qui, puisqu'il n'avait que 2 ans. Il y a probablement eu des pertes parmi les dragons célestes, mais tous ceux que nous connaissons ont survécu. Garling a emmené Shamrock avec lui, tandis que Shanks s'est retrouvé dans un coffre au trésor que Roger a volé probablement après l'intervention de Dragon. Il est même possible que le coffre dans lequel Dragon a enfermé Shanks ait contenu son fruit. Et bien que nous n'en sachions rien, je suppose que ce seraient les pirates de Roger qui, en fin de compte, secouraient de chez Indy et qui l'aideraient à s'échapper. Esto, qui est notamment nom du pirate Finalement, l'île de God Valley aurait disparu sans laisser de traces, laissant planer le doute a-t-elle été détruite, évaporée, transformé en écorce de Thriller ou que lui est-il arrivé d'une autre manière. Les pirates de la vallée des roches finirent par former leurs propres équipages avec Barbe Blanche et Shiki à la tête de l'équipe suivante sous le commandement de Roger, puis Barbe Blanche Kaido et Big Mom à l'époche de la Grande Pépite, et plus tard encore des figures comme Shanks Teach et Buggy. Si tant est Nishiati qu'il ait un lien quelconque avec cet événement ou le clan Davy. Les secrets de la Vallée des Dieux, cependant, furent engloutis par le cours de l'histoire, mais espérons-le, nous pouvons désormais les éclairer un peu, car nous avons été témoins du moment où le destin s'est mis en branle.